En fait, les choses que j'ai abordées aujourd'hui, les notions que j'aborde aujourd'hui, concernent bien sûr le corps, mais le corps en prise dans cet univers matériel-là. Les objets, les gestes qu'on développe finissent par définir qui nous sommes, finissent par nous définir aussi bien individuellement que collectivement. Au début du 20e siècle, il y a Marcel Mauss, qui est un anthropologue, un sociologue, qui s'est intéressé beaucoup à la question du corps. Il a développé une théorie qui s'appelle la théorie des techniques du corps. Ce qu'il remarque dans ses observations, c'est qu'on va développer des manières d'agir, des techniques du corps, par imitation, mais en même temps pour obtenir un certain prestige. C'est l'imitation prestigieuse qui compte ici. On fait tout ça, c'est un mécanisme par lequel on incorpore les objets dans nos conduites motrices. L'objet finit par prolonger le corps et c'est cette synthèse d'image du corps, ou synthèse corporelle développée par Paul Schilder, qui va faire en sorte qu'on va aller un peu plus loin dans la compréhension de l'usage ou de la culture matérielle. Chacun peut utiliser un bâton de hockey, apprendre à patiner, mais la manière dont on le fait est individuelle et nous définit de façon individuelle aussi. C'est ce qu'ils appellent la construction du sujet ou la subjectivation, c'est-à-dire la façon dont chaque personne se construit à partir de l'incorporation des objets dans la conduite motrice. C'est de comprendre, au fond, que le monde des objets contribue à définir les êtres humains. Et c'est la manière dont on les utilise qui nous permet de nous définir individuellement. Alors ici, on est dans la réserve des textiles. Le cours que je donne sur le costume vient tout de suite après le cours sur le corps. Le vêtement, c'est le premier objet, l'objet le plus proche de soi. Ce n'est pas un cours sur l'histoire du costume, mais c'est une manière d'appréhender le vêtement dans sa relation à l'humain. Et ce que j'aborde dans le cours, c'est l'évolution de la perception du port du pantalon par les femmes. Ça a pris énormément de temps avant que ça soit socialement accepté. À chaque fois que les femmes ont voulu porter le pantalon dans l'histoire, ça a été décrié et même sanctionné par les autorités. Alors, le premier exemple que je donne, c'est Jeanne d'Arc. Dans les accusations qui vont mener Jeanne d'Arc au bûcher, une des accusations, c'est d'avoir porté le pantalon. C'était l'affront ultime de mettre un costume militaire qui était réservé aux hommes. Et Jeanne d'Arc a enfreint toutes ces règles et toutes ces normes, et elle a brûlé pour tout ça. Il y a des femmes qui se sont illustrées dans l'histoire en s'habillant en homme. Par exemple, je donne l'exemple de George Sand. Elle raconte dans ses mémoires qu'elle s'habillait en homme à une époque où c'était très mal vu. Et elle disait qu'elle se sentait extrêmement libre. On arrive à une période au 20e siècle où il y a une obligation pour les femmes de tenir le rôle des hommes, et ça va être la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Elles ont remplacé les hommes pour des questions de survie, pour faire en sorte que la société continue à fonctionner. Dans ce contexte-là, on a accepté le fait qu'elle porte le pantalon. Et il faut attendre vraiment les années 60 pour que le pantalon rentre officiellement dans le vestiaire féminin. C'est aussi dans les années 60 qu'on va voir apparaître la mini-jupe. Alors, on avait gagné en autonomie, en liberté, en affirmation, puis on va en même temps adopter un vêtement
qui repose la femme comme objet sexuel. Parce que c'est le vêtement, parmi tous les vêtements dans cette évolution proche, qui va découvrir le corps autant. À travers le vêtement, on peut comprendre les mentalités, on peut comprendre l'évolution des sociétés, de tout le contexte social, politique, économique. Donc, le vêtement est investi de plusieurs significations, d'un niveau symbolique très, très fort. Et je crois que c'était important de partir d'exemples comme ça pour faire comprendre ces notions.